Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Bienvenue pour cette vidéo de débriefing de l'US Open. Et notamment en fin de vidéo, une fois qu'on aura parlé de tous les joueurs belges qui étaient présents, on fera un petit mot aussi sur la présentation de la Coupe Davis. Ok. Et bien, on va commencer comme d'habitude par le meilleur résultat, c'est David Goffin. Oui, comme d'habitude. Résultat, je vais dire en demi-teinte, puisque avant le tournoi, je pense que lui aurait signé directement pour un huitième de finale. Vu les deux premiers tours très difficiles qu'il a joué, son niveau de jeu qui n'était pas à 100%, surtout son physique qui n'était pas à 100%, je pense qu'il est très satisfait d'être arrivé en huitième, mais il est probablement déçu aussi parce qu'il avait une opportunité, même si Rublev a fait un très bon match contre lui, il avait une opportunité d'aller en quart. Effectivement, c'est un petit peu dommage la manière dont ça s'est terminé, mais sur le parcours, il y a quand même pas mal de choses à dire. Il a commencé assez timidement. Oui. Un match contre Benetton, bon, normalement qu'il aurait pu plier un peu plus facilement, c'était pas du grand Benetton. Le deuxième match, il a vraiment eu beaucoup de difficultés. Très difficile contre Pega. Un match clé. Oui, un match clé. Et là, il a montré que, on lui reproche parfois un manque de combativité ou de caractère. Enfin, dans son attitude, on a l'impression qu'il ne se bat pas. Là, on a vraiment eu la preuve que s'il se bat, parce que ce match était très difficile physiquement, il est allé le chercher avec le triple. Il a prouvé que voilà, c'était un grand champion par son tennis, mais aussi par ses qualités mentales. Et avec son niveau de jeu qui s'est amélioré en fil de match, et ça c'est vraiment très important pour la suite. Effectivement. Il ne faut pas oublier que David, c'est pas comme certains joueurs qui peuvent jouer à 90% et qui se basent sur un très gros service ou un très gros coup droit et qui, par leur puissance, peuvent se permettre d'être un peu moins bien physiquement. David, il doit être à fond physiquement pour pouvoir prendre toutes les balles tôt comme il sait le faire. Il n'a pas une arme absolue, il n'a pas un service extraordinaire ou un coup droit extraordinaire. Il doit jouer toutes ses balles à 100%, et donc c'est d'autant plus méritoire pour lui de s'en sortir dans des conditions pareilles. Je n'ai pas vu tous ces matchs évidemment depuis sa reprise, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu jouer au niveau où il a joué les 2-3 derniers sets de ce match-là depuis son accident. Non, effectivement. Il a vraiment surmonté son niveau de jeu au cours de match. Et c'est très positif. Son troisième tour était positif aussi. Contre Rublev, il n'a pas manqué grand-chose en fait. Mais ce qui est un peu décevant, c'est qu'il a double break dans le deuxième set et il se fait quand même remonter. En plus au tie-break, et là bon, à 2-7-0, c'était clair que c'était terminé. Le troisième set, c'était plus possible, mais il y avait quand même la place. Dommage donc, mais comme on l'a dit, voilà, un huitième de finale, c'était ce qu'on espérait pour lui en début de quinzaine. Oui. On l'avait dit, que c'était vraiment le résultat qui lui conviendrait au minimum, quoi. Enfin, qui lui serait nécessaire pour la fin de saison, pour le Masters. Il est toujours en course grâce à ce résultat-là. Oui. Même si les parcours d'Anderson et de Carreño Busta vont un petit peu l'embêter, oui, parce qu'ils s'ajoutent à la liste. Ça devient des concurrents en plus, oui. Voilà, mais bon. Mais c'est une fin de saison, on voit qu'il y a énormément de joueurs blessés, donc il risque encore d'y avoir des surprises d'ici la fin de saison. Et si lui arrive à mettre totalement de côté ses problèmes de genoux, je ne doute pas qu'il va revenir à son meilleur niveau. Et il y a quelques tournois très importants qui sont des tournois clés ici pendant l'automne qui permettront de faire la différence ou pas pour le Masters. Quelque part, sa pause, s'il arrive à revenir à 100%, sa pause pourrait lui être bénéfique. Elle pourrait être salutaire, oui, parce qu'il va avoir une fraîcheur physique et mentale qu'il n'avait plus l'an dernier en fin de saison. Mentalement, il était cuit et que les autres n'auront pas, effectivement. On va passer ensuite à Steve Darcy. Oui. Donc, on avait dit que Steve pouvait être vraiment bon, même sur les matchs en 5-7, lorsqu'il était bien physiquement, qui était de plus en plus souvent bien physiquement. Là, c'était pas le cas. Non, il a manqué clairement de rythme sur ce match, il s'est fait vraiment balayer, malheureusement pour lui. Il n'a jamais été dans le coup. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, mais pas en doute le fait que s'il est allé là, c'est qu'il pensait réellement avoir une chance. Oui, on a vu effectivement qu'il s'est un petit peu emporté sur Twitter sur un parieur qui lui reprochait son manque de combativité. C'est complètement idiot. Déjà, s'il y a un joueur sur le circuit, on est certain qu'il ne va jamais cachetonner, c'est bien Steve, il est toujours à fond. Et bon, ça arrive effectivement de physiquement pas être trop bien. On sait qu'il est sur le retour aussi de blessure. Oui, et surtout il n'a pas beaucoup joué de compétition. Il avait joué les interclubs allemands, mais bon, c'est pas la même chose. Les interclubs, oui, bien sûr, c'est une compétition, mais c'est quand même
ça n'a rien à voir au niveau stress, etc. avec un grand chelem. Probablement qu'il savait en allant jusqu'à New York qu'il n'était pas à 100%, mais il n'a pas été pour cachetonner. Non, il a probablement espéré prendre du rythme déjà, voilà, parce que la Coupe Davis c'est un énorme objectif pour lui. Donc prendre du rythme, et il s'est dit que voilà, au fil de match, je vais peut-être trouver le rythme et ça sera de toute façon positif. Et qui sait, avec un premier tour abordable, on peut parfois se lancer dans le tournoi comme ça. Hein. C'est ça, c'était pas forcément un premier tour abordable, puisqu'on a vu au deuxième tour, c'était comme Peya que David Goffin a ensuite eu beaucoup de mal à battre. Un joueur avec un gros lift qui donne beaucoup de rythme, enfin des balles très giclantes et vraiment compliquées. Il faut vraiment être à 100% pour jouer contre un joueur comme ça, et Steve n'était pas, donc il n'y a pas eu de... Il n'y avait vraiment rien moyen de faire sur ce match-là. Le troisième joueur dans le tableau de simple, c'était Ruben Bemmelmans. Oui, on avait dit qu'il avait un premier tour très difficile contre le français Gaspouille. C'est ce qui est arrivé. Je n'ai pas vu le match. Après le résultat, il n'y a pas vraiment eu gros suspense. Je suppose que Pouille a fait parler son expérience principalement. Et puis Ruben n'était pas très en forme ce dernier mois. On avait dit avant le tournoi que depuis sa finale à Scheveningen, sur terre battue, mais sa saison sur dur n'était pas un grand succès jusqu'ici. Ça se confirme avec un tirage qui était évidemment difficile. On espère que cette petite partie de la saison sur dur, assez médiocre, enfin moyenne, ne va pas mentalement lui peser. Non, mais je pense que la Coupe Davis, probablement ce sera pour le double, et on a vu que lors des dernières rencontres, il était surmotivé pour ce double, et c'est lui qui tirait la paire. Donc je pense que voilà. De toute façon. Dans le tableau féminin, il y avait 4 Belges. Oui. 2 ont réussi à franchir un tour, c'était le cas notamment de Janina Wickmayer. Oui, on avait dit qu'elle avait un premier tour, un tirage assez difficile, mais qu'elle était toujours capable dans un bon jour de gagner. Là, c'était un bon jour, parce qu'elle a gagné en faisant un très bon match. Beaucoup de régularité. Contre Tsurenko, oui. Je rappelle, de série numéro 28, enfin 30e mondial en tout cas. Oui. Donc c'est pas toujours évident pour Janina d'être régulière. Là, elle a fait un très bon match. Et puis elle a fait un bon match au deuxième tour aussi. Match qu'on pensait contre une joueuse qui aurait pu être à sa portée, et qui a un type de jeu qui lui convient, donc il frappe très fort, mais qui a été très régulière là, et c'est Kanepi, et qui a prouvé qu'elle était très en forme, parce qu'elle est allée jusqu'en quart de finale. Oui, c'est une ancienne quart de finaliste à Roland Garros. Ici, elle sortait des qualifications. Oui, elle est tombée très loin suite à des blessures. Mais on sait qu'elle était capable évidemment de jouer beaucoup mieux que son classement. Voilà, ça reste un bon match de prix pour Janina. Oui, c'est assez positif. On dit toujours la même chose avec Janina, on espère que c'est le déclic. Mais on sait qu'elle a des très hauts et des très bas. On espère maintenant définitivement pour sa fin de saison que ce seront des très hauts, parce qu'on l'avait dit, son classement a pas mal chuté, et si elle veut se qualifier pour l'Australian Open, être dans le tableau final, ça passera par des bons résultats ici. Ça va être chaud. Je pense qu'il lui reste 2-3 tournois ici en Asie pour essayer de se qualifier directement pour l'Open d'Australie. Voilà, c'est un bel objectif. La deuxième joueuse qui a franchi un tour, c'était Kirsten Flipkens. Oui, un premier tour qu'on avait dit à sa portée. Qu'elle a bien géré. Et qu'elle a géré tout à fait sobrement. Elle n'a jamais été très performante à l'US Open, donc le fait de passer un tour, c'est pas négatif. Deuxième tour était difficile aussi, contre Vesnina. Elle perd en 2-7, mais elle n'a pas été balayée non plus, donc c'est un bon tournoi pour Kirsten, sans être excellent évidemment. On sait qu'elle peut faire mieux, mais quand on a son classement, les tirages sont rarement faciles. Le bilan de la saison, on le fera en fin d'année certainement, mais il est plutôt positif pour Kirsten en règle générale, y compris en Grand Chelem. Elle a eu quelques bons matchs. Oui, tout à fait. Finalement, c'est pas une grande saison, mais elle s'en sort. Elle est revenue dans le top 100. Oui. Elle a évité les catastrophes qui auraient pu arriver, les points qu'elle avait à défendre, contrairement justement à Janina. Et voilà, elle est aux alentours de la 70-80e. Oui, elle s'assure des places dans les tableaux des grands chelems, et dans les plus petits où elle était également directement dans les tableaux finaux.
Les gros tournois WTA, là par contre, elle devra encore passer par les qualifs finales. C'est parfois pas plus mal pour avoir des rythmes. Troisième joueuse dans le tableau, Elise Mertens. Alors, on avait dit que c'était a priori notre meilleure joueuse, mais avec un tirage catastrophique. Oui, Madison Keys, contre qui elle a fait un très bon match, 6-4, 7-6 et 8-6 dans le tie-break. Donc, elle n'est pas loin de ce genre de joueuse. Et quand on voit le parcours de Madison jusqu'en finale après, ben, ça donne aussi, ça met ça en perspective aussi, ça met sa défaite. Exactement, donc j'espère qu'elle va en tirer le positif. Je pense que c'est une fille qui justement est bien tournée vers les côtés positifs des choses, elle est capable de relativiser une défaite. Donc là, si elle regarde à froid le résultat qu'elle fait contre une fille qui va en finale, ça lui laisse quand même de belles perspectives. C'est la deuxième fois de suite, puisque Wimbledon déjà, elle perd avec vraiment les honneurs contre la future finaliste. Oui. Donc j'espère que ce ne sera pas le présage de l'année 2018, qu'elle ne va pas chaque fois tomber au premier tour contre les futurs finalistes, au premier ou au deuxième tour, qu'elle ait des tirages un peu plus cléments, ce serait quand même sympa. Oui, et puis qu'elle va finir certainement par battre une de ces joueuses, parce qu'elle est... Effectivement, alors ce sera plus une future finaliste évidemment dans ce cas. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que... Mais ce type de joueuse, oui, de ce calibre-là, elle finira par le battre. Oui. Dernière joueuse dans le tableau féminin, là c'est quand même une déception. Grosse déception, oui, qui a joué contre, on l'avait dit, une joueuse qui était complètement hors forme. Et Alison a fait un match avec des hauts et des bas, et malheureusement beaucoup de bas. Elle perd en 3-7. C'est une grosse déception, ça, effectivement. Je pense qu'elle est la première déçue, évidemment. Elle avait une ouverture dans le tableau, et voilà, malheureusement. Là aussi, il va falloir relever la tête rapidement. Sa place dans le tableau final de l'Open d'Australie n'est pas encore totalement assurée. Il faut donc encore aller prendre des points. Ça passe par une bonne fin de saison nécessaire, comme pour Yanina. Pour les autres tableaux, donc d'abord le double masculin avec Steve Darcy, qui n'a pas un palmarès exceptionnel en double et même en Grand Chelem, n'a pas réalisé. Mis à part un quart de finale avec Olivier Rocus à Roland Garros il y a déjà quelques années, effectivement, il n'a pas beaucoup joué en double. Et donc c'était une petite surprise de le voir quand même se qualifier pour le troisième tour. Oui. Il avait choisi en plus comme partenaire, c'était peut-être un peu surprenant, Dodi Sela. Oui. Je crois que ce sont sans doute les deux plus petits joueurs du circuit. Oui, probablement, oui. S'ils montent sur les épaules l'un de l'autre, je ne suis pas sûr qu'ils dépassent le filet. Oui. Franchement, en double, où on a tendance à croire que le service et donc la taille ont une grande importance, c'est un parcours assez atypique et réjouissant, je trouve. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est excellent pour Steve. On l'avait dit ici, quand simple, il manquait de rythme. Mais ici, le double, c'est pas la même chose. Évidemment, c'est une autre discipline, mais ça lui permet quand même d'être resté dans le tournoi et d'avoir pris confiance. Et je pense que ça va lui faire énormément de bien, ce résultat. Chez les filles, quand Elise Mertens a fait équipe avec Demi Spears, comme Wimbledon. Oui. Encore un parcours intéressant. Oui, une belle victoire au premier tour contre Ostapenko et Bouchard. Et puis défaite au deuxième tour contre la tête de série en 3-7. Donc, oui, résultat normal, mais qui confirme que cette paire a un bel avenir devant elle, parce que je pense qu'elles vont continuer à jouer quand même régulièrement ensemble. Et la dernière, c'était Kirsten Flipkens, qui a été battue au premier tour. Oui. Pas grand-chose à dire, elle a joué avec une partenaire qui n'a pas non plus l'habitude, donc c'est toujours difficile. Dans le tableau junior, Zizo Bergs a de nouveau perdu au premier tour. C'est évidemment un petit peu dommage, puisque tous les grands chelems ont été ratés en simple. Ici également, oui. Voilà, c'était plus son objectif principal ici pour la fin de saison, et c'était un petit peu un bonus, donc c'est pas très grave en soi. Beau parcours en double malgré tout. Beau parcours en double, voilà, qui vient compenser un quart de finale en double. Voilà, il quitte, je pense cette fois définitivement les juniors, avec un satisfait sur son tournoi de double, c'est positif. Et on le reverra certainement dans les futurs en fin de saison pour aller grappiller le plus de points possible. Oui. Il reste le tableau des wheelchairs, du tennis en fauteuil, avec un Joachim Gérard, on l'avait dit, avec un retour un petit peu compliqué, et évidemment dans les tableaux du Grand Chelem, comme c'est seulement le top 8 qui est présent,
ça allait être très compliqué. Voilà, on savait que ça allait être difficile, donc il a perdu en simple et en double directement, mais avec les honneurs. Je pense que ce sont des matchs pour lesquels il a pu se rassurer sur l'état de son tennis. Oui, parce que ce tournoi de reprise, bon, il n'avait pas été ridicule, mais il avait eu du mal face aux top joueurs, justement. Oui. Et là, bah, il rencontre Gordon Reed, le deuxième mondial. Oui. Il perd en 3-7, donc il prend le premier set au tie-break, le deuxième très serré, donc ça aurait pu passer. Voilà, ça aurait pu passer, donc il faut retenir le positif, c'est effectivement son tennis revient en place. Manifestement, il est libéré de ses soucis physiques et ça c'est positif pour la saison prochaine. Oui, déjà son premier objectif, ça va être les points qu'il a à défendre sur le Masters en fin de saison. Et effectivement, ben, voilà, faut préparer 2018. C'est ça qu'il doit avoir en tête maintenant. Passons donc maintenant à la Coupe Davis et aux sélections de Johan Van Herk et Lleyton Hewitt. Bon, pour Johan, il n'y a vraiment pas eu de surprise dans un premier temps. On va en parler tout de suite, mais la sélection qu'il a choisie mardi, c'est tout simplement la sélection de 2 des 3 dernières rencontres. On sait que face à l'Allemagne, David Goffin avait mis lui-même avait fait un pas de côté de lui-même. Mais sinon, voilà, depuis septembre, depuis donc 12 mois, c'est l'équipe type. C'est l'équipe type, tout à fait. Par contre, on l'a appris hier, donc samedi, et on ne sait pas encore, la décision n'est pas encore sûre, mais Joris Delors s'est blessé en entraînement. Oui. Arthur de Greve, qui était en challenger en Pologne. Voilà, il revient en Belgique, il a annulé sa participation à ce challenger, et donc il sera sur le banc aux côtés de ses coéquipiers. En tant que sparring partner ou en tant que joueur, ça dépend de la décision. Ça, on verra effectivement. Nadi, on espère vraiment que Joris pourra jouer. Arthur est probablement meilleur que Joris en simple pour l'instant, encore certainement sur terre. Mais Joris est indispensable en double, alors que Arthur joue très très rarement en double. Donc il a une bonne main, c'est pas ça. Mais et puis on a vu les automatismes entre Ruben et Joris, c'est une paire qui fonctionne bien. Ça serait quand même un gros couac de perdre Joris. D'autant qu'on va le dire dans quelques minutes avec la sélection australienne, mais vraiment ce double risque de s'avérer cette fois-ci vraiment crucial. Oui. Donc pour le simple, c'est David Goffin et Steve Darcy quasiment a priori sûr. Sauf soucis physiques, mais alors là ça deviendrait la catastrophe. Oui. Effectivement, David Goffin avait encore une toute petite inquiétude, il se voulait plutôt rassurant, mais bon, on n'était pas encore sûr à 100%. Et Steve, on l'a vu, un US Open n'était pas non plus à 100% physiquement. A priori, si l'un ou l'autre venait à choisir de faire un pas de côté, justement, ce serait normalement Ruben. Oui. Son remplaçant en simple. Mais voilà, ce serait vraiment une catastrophe parce que là, les chances deviendraient vraiment très compliquées. On attend évidemment le maximum de David, c'est lui qui doit nous apporter, si possible, ces 2 points simples. 2 points, oui. Il n'a jamais battu Kyrgios, mais il n'a jamais joué non plus sur terre. Kyrgios n'est pas au mieux physiquement non plus. On a vu à l'US Open qu'il avait des soucis à l'épaule. La terre battue, c'est pas sa meilleure surface. C'est une très bonne surface de David, donc on espère que ça va passer. Ce sera un match clé. Et voilà, il faut en tout cas certainement gagner contre le deuxième joueur, ça c'est le match à ne pas perdre. Et d'un autre côté, Steve, s'il a retrouvé de bonnes sensations, ça va sans doute être très compliqué contre Kyrgios. Maintenant, évidemment, on l'a vu, Steve, il a battu quand même Zverev en début d'année, donc en Coupe Davis tout est possible, mais enfin c'est surtout le match face au deuxième joueur qu'il devra aller chercher. Oui, tout à fait. Et donc en double, on va parler de la sélection australienne. Lleyton Hewitt a préféré ne sélectionner qu'un seul spécialiste de double. Oui. Pearce. Oui, qui est deuxième mondial. Qui est deuxième mondial, un gros spécialiste. Et plutôt que de lui prendre comme partenaire un autre joueur de double, qui n'est pas son partenaire habituel sur le circuit, ça a quand même son importance, Sam Gross, il a préféré aller chercher Kokkinakis, qui revient de blessure. Donc effectivement, Kyrgios, c'est le numéro 1 australien, c'est sur lui que toute la responsabilité de l'équipe repose. Il pourrait même être amené à jouer le double. Oui. Il n'en est pas du tout spécialiste. Non, et s'il a déjà des soucis physiques, jouer les 3 matchs, c'est peut-être un risque pris par Lleyton Hewitt. Bon, je suppose qu'il le fait en connaissance de cause. Après, les 2 autres joueurs de simple peuvent aussi épauler Pearce, donc
il y a de multiples combinaisons possibles pour le double. Mais donc, comme on le disait, Peers ne sera pas avec son partenaire habituel, et on l'a vu récemment. Par exemple, on a réussi quand même à battre Nestor avec le Canada, ou Bruno Suarez et Melo. Oui, tout à fait. Tous des très très bons joueurs individuellement en double, mais qui n'étaient pas avec leur partenaire de prédilection. Et donc voilà, Ruben et Delo et Joris, ils ont leur chance. Certainement, certainement. Si on peut aligner cette paire-là, je pense on serait pour une fois favori du double. Je pense qu'on peut dire qu'on serait favori du double à partir du moment où effectivement Peers joue avec quelqu'un avec qui il n'a pas d'habitude. Et on peut faire confiance à Johan Johan Van Erck pour donner insuffler la motivation et donner la confiance nécessaire, oui, sans aucun problème. Parce qu'effectivement, sur le papier, avec le numéro 2 en double, Ruben et Joris, même si je partage ton avis qu'ils seraient sans doute légèrement favoris, mais ça reste face à eux un gros calibre. Ah, bien sûr, oui. Et il manque encore de repères malgré tout. Mais c'est une demi-finale de Coupe Davis, il y a la pression, on est à domicile, c'est un avantage parce qu'on a le public derrière soi, mais on a aussi la pression qui est peut-être encore un peu plus forte que si on est en Australie, loin des yeux, à un horaire où personne n'est devant sa TV. Dernier point, pas encore certain, donc je l'ai dit, Kokkinakis revient de blessure. Intrinsèquement, c'est un super bon joueur, on l'a longtemps dit potentiel top 10. Bon, avec sa blessure, il a pris un sérieux retard, mais il peut tout à fait revenir. L'autre joueur de simple qui lui est dans le top 100, c'est Thompson. Très bon joueur aussi, il a battu Murray au Queens récemment, donc il est en forme, il est en confiance. Peut-être moins à l'aise sur terre battue. Oui, moins à l'aise sur terre battue. Mais il faut se méfier parce que c'est un joueur qu'on ne connaît pas bien. Effectivement, on n'a pas l'habitude de le voir jouer, mais quand on est capable de battre Murray dans son jardin du Queen, c'est qu'on a quand même du talent. C'est une référence. Dans la raquette, oui, bien sûr. Et il est jeune aussi, hein, il n'a peut-être pas le potentiel au départ d'un Kyrgios ou d'un Kokkinakis, mais il est vraiment encore dans les jeunes joueurs du circuit. Le voir déjà dans le top 100, je pense qu'il a un bon avenir aussi. Il est peut-être plus calme aussi, et c'est peut-être un avantage pour la Coupe Davis. C'est une belle équipe en tout cas, hein. Cette équipe australienne qui a de l'avenir avec 3 très jeunes joueurs. Donc le spécialiste. Et un capitaine qui a énormément d'expérience, qui adore la Coupe Davis et qui, comme Johan Van Erck, il sait insuffler à ses joueurs la motivation et la confiance nécessaire. Ça ne faut aucun doute. Et donc voilà, je pense que a priori l'équipe australienne est légèrement favorite avec, on a dit, vraiment une très bonne sélection. On a l'avantage de jouer chez nous sur terre battue. Ça va peser lourd dans la balance. Oui, je pense. Et si le public joue son rôle, on peut espérer une nouvelle finale. Ce serait vraiment magnifique. On ne va pas encore parler de la finale. On va déjà jouer la demi. C'est de se concentrer sur cette demi. Et on se retrouve d'ici une petite semaine donc après le week-end. Peut-être lundi. Pour fêter la victoire, on l'espère. En tout cas, pour débriefer ce week-end à nous deux. Salut. Au revoir.